Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 31 mars. Il ne lui a manqué que très peu de choses, 28 centièmes de seconde pour réaliser un fabuleux triplé. Laure Manodou remporte tout de même l'argent sur 800 mètres après ses 2 médailles d'or. À seulement 20 ans, elle est une championne d'exception. Laure Manodou qui est l'invitée de ce journal. À Marseille, la fin du conflit et la reprise du travail. Après 18 jours de blocus, le port autonome va retrouver progressivement son activité. Il n'y aura donc pas de pénurie d'essence. À Paris, plusieurs personnes mises en examen dans le cadre d'une affaire de trafic de médicaments. 3 médecins et 6 pharmaciens seraient impliqués dans ce dossier. Le retour de Michel Fugain avec l'album de la Renaissance. Après le drame qui a coûté la vie à sa fille, il a finalement remonté la pente en mettant en musique les textes de grands noms de la chanson. Enfin, du football ce soir avec le choc Lyon-Bordeaux en finale de la Coupe de la Ligue. Les Lyonnais qui rêvent d'un doublé Coupe-Championnat. Match à suivre sur France 2 après ce journal. Dans un instant, Laure Manodou nous dira si elle est vraiment déçue après ce 800 mètres. Je vous le disais en titre, il ne lui a manqué que 28 centièmes de seconde pour remporter sa 3e médaille d'or de ces championnats du monde de natation. Une course finalement gagnée par l'américaine Kate Ziegler. Et tout cela sous le regard des parents de Laure Manodou. Christophe Duchiron, Christophe Vignal. Ce fut sans exagération un pur moment de sport, d'acharnement féroce et d'intense rivalité. Entre Laure Manodou, bonnet blanc, et l'américaine Ziegler à ses côtés, assurément l'une des courses les plus disputées de ces championnats du monde. Mano à mano enthousiasmant sur 800 mètres nage libre, Manodou et Mano dur à l'effort, parcours de combattant sur une distance qui, quoi qu'on en dise, n'est pas sa spécialité, contrairement à Ziegler, parfaitement à son aise en demi-fond. Elle a fait des très grands championnats du monde, bien sûr. Très grands championnats du monde. Et je pense en plus, elle a fait le spectacle chez les filles. Donc c'est important. Ses parents en tribune qui l'encouragent et elle à l'eau pour en finir comme une arrivée au sprint entre deux échappées. En 8 minutes, 18 secondes et 80 centièmes, Laure bat le record d'Europe. Mais Laure laisse échapper l'or et la victoire pour 28 centièmes. Une déception? Certainement pas. Un très bon bilan avec 2 titres de médaille d'argent, 8 records de France, 3 records d'Europe, 1 record du monde. Je pense que c'est difficile, on peut faire mieux bien sûr, mais ça sera difficile. Inscrite dans 9 épreuves au championnat du monde, jamais Laure n'a nagé aussi vite, jamais elle n'a paru aussi forte. Et à 16 mois des Jeux Olympiques de Pékin, jamais elle n'a donné autant d'espoir. Et avec nous maintenant depuis Melbourne, Laure Manodou, bonsoir. Merci d'être avec nous. On va tout de suite d'abord revenir sur la course du jour, sur ce 800 mètres. Déçu ou pas? Un petit peu parce que je regrette un petit peu d'être arrivée deuxième, mais ça s'est bien fini pour moi et je regrette pas de l'avoir fait. Oui, alors une médaille d'argent sur 800 mètres, 2 médailles d'or sur 200 et 400. C'est un bilan très positif que ces championnats du monde. C'est positif surtout pour mon 400 et j'ai réussi à prendre beaucoup de vitesse sur 200 et puis voilà, j'ai bien fini ma semaine, surtout sur 100 dos aussi. J'ai réussi à faire moins d'1 minute et puis c'est une bonne nouvelle pour l'année prochaine. Alors Laure, vous n'avez que 20 ans. Qu'est-ce qui fait de vous une telle championne? C'est le travail, encore le travail avec Philippe Lucas, votre entraîneur? Il y a beaucoup de travail aussi et après je pense que c'est dans la tête, ça joue beaucoup dans la tête et je me sentais bien cette semaine donc c'était vraiment important. Le travail, toujours le travail. Il est dur avec vous Philippe Lucas, on en parle beaucoup hein. Tout le monde dit qu'il est dur mais non, faut le connaître et après non, c'est bien, je m'entends bien avec lui et je pense que c'est normal d'avoir un entraîneur sévère et bien quand il le faut, donc non, c'est bien. Alors le travail, être bien dans sa tête et puis l'amour, vous en parlez, on peut en parler puisqu'on vous voit afficher cette semaine dans votre main le mot love, c'est important aussi? C'est important pour moi qu'il soit là et qu'il me soutienne, donc non, je vais pas trop parler de ça parce que c'est un petit peu ma vie aussi, mais non, c'est important qu'il soit là. Votre prochain objectif, ce sont les Jeux Olympiques de Pékin ou on n'en parle pas encore? Je préfère pas trop en parler, c'est encore loin, j'ai le temps de m'entraîner et il peut se passer beaucoup de choses en attendant, donc
je vais attendre avant d'en parler. Juste une dernière question concernant Yann Torp. Il y a une information qui est tombée aujourd'hui dans le journal L'Équipe concernant une question de dopage. Quelle est votre réaction face à cette relation entre le dopage et la natation ? J'étais pas au courant, donc j'ai rien à dire là-dessus. On est contrôlé comme on peut, et voilà, moi je juge pas et j'ai rien à dire là-dessus. Merci en tout cas, merci beaucoup Laure Manodou et encore bravo, merci. Merci. Voilà pour cette interview réalisée depuis Melbourne dans l'après-midi. Yann Torp, l'un des plus grands nageurs de l'histoire, se retrouve donc au cœur d'une sombre affaire de dopage, un contrôle qui date de 2006 et qui présente, selon le quotidien L'Équipe, quelques anomalies. L'agence australienne avait décidé de classer le dossier, mais la Fédération internationale de natation a confirmé aujourd'hui qu'elle portait l'affaire devant le tribunal arbitral du sport, sans toutefois citer le nom du nageur australien. En France, la fin de la crise à Marseille pour les agents du port autonome qui ont repris le travail, et cela après 18 jours de conflit. Une soixantaine de bateaux ont été bloqués dans la rade de Fos-sur-Mer durant toute cette période. Les agents grévistes, la direction du port et Gaz de France sont donc finalement tombés d'accord. Yannick Aroussi, Michel Comin. Une entrée en fanfare. Après 18 jours d'attente au mouillage, les navires peuvent enfin accoster aux terminaux pétroliers de Fos et La Vera. Une soixantaine de bâtiments en souffrance que les agents du port autonome, tout heureux du dénouement de la crise, vont s'efforcer de traiter au plus vite. Notre direction et le gouvernement comprennent ça, que sans les agents port autonomes, il n'y aura rien. Il faut qu'on nous inclue dans tous ces projets. On discute plus, on a marre de discuter. Ce matin, le personnel a voté à l'unanimité la reprise du travail. La CGT a obtenu de Gaz de France que 5 emplois soient créés pour des agents du port sur le futur terminal méthanier de Fos, des postes d'exploitation pour le déchargement des navires. On n'a fait plier personne, je crois qu'il faut rester humble. Les salariés se sont mobilisés et ont porté leurs revendications jusqu'au bout avec détermination. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. On n'est pas là pour se disputer entre nous, mais je crois qu'il faut effectivement qu'on arrive à établir un équilibre entre les emplois publics et les emplois privés. Un accord qui fait bondir les chefs d'entreprise, une décision honteuse selon l'Union patronale qui estime que le gouvernement a forcé la main à Gaz de France. Au moindre chantage, le gouvernement lâche. Je trouve que c'est vraiment dommage. Il y a d'autres moyens de discussion. Je crois que le dialogue social, c'est pas forcément de donner la satisfaction à tout le monde, à chacune de ces revendications. Le terminal méthanier GDF2 entrera en service début 2008 et d'ici là, la CGT et Gaz de France devront négocier les modalités du protocole d'accord. À Paris, le démantèlement d'une filière de trafic de médicaments. 3 médecins et 6 pharmaciens ont été interpellés et placés en garde à vue après avoir développé depuis 2004 un marché de produits de substitution à l'héroïne. 3 personnes ont été ce soir placées en détention provisoire. Christelle Bertrand, Valérie Lucas. 1700 cachets de Subutex, cartes vitales volées, ordonnances, fausses attestations de couverture maladie universelle. Le revendeur présumé stockait tout cela chez lui. Jamais la brigade des stupéfiants n'avait saisi autant de ce substitut à l'héroïne. Le trafic ne pouvait fonctionner qu'avec de multiples complicités. C'est un réseau structuré avec des trafiquants qui vont voir leurs fournisseurs qui sont des médecins et des pharmaciens. 3 médecins alimentaient le trafic en banlieue et à Paris. L'un d'entre eux délivrait plus de 20 ordonnances par jour. Les généralistes, comme celui-ci dans le 19e arrondissement, vendaient les ordonnances et les photocopies de fausses attestations de couverture maladie universelle. Grâce à elles, le revendeur ne payait pas les médicaments à la pharmacie. Celle-ci, dans le 12e arrondissement, est fermée depuis l'interpellation du pharmacien. L'une des officines a écoulé 12 000 cachets en 4 mois. Le trafic de produits est doublé d'une escroquerie à la sécurité sociale. Préjudice estimé 1 million d'euros sur 6 mois. Les cachets étaient vendus dans la rue. En 2004, une équipe de France 2 munie d'une caméra cachée s'était facilement procuré du Subutex dans un quartier populaire de Paris. Le réseau démantelé fonctionnait de la même façon. On peut s'en procurer parce que plutôt que d'acheter dans la rue. Ils font une ordonnance et puis ils vont en pharmacie. Et ils le revendent comme ça? Oui, ils le revendent, ouais. L'enquête a des ramifications internationales. Le Subutex était aussi expédié vers les pays de l'Est et en Finlande, où un cachet peut se vendre plus de 50 €. À l'étranger encore et toujours le chaos à Mogadiscio. Depuis plusieurs jours, la capitale somalienne est à nouveau en proie à de nouveaux combats. Il faut savoir que l'armée du pays, associée aux forces éthiopiennes, affronte toujours les milices islamistes, créant ce climat de guerre civile. Des images commentées par Renaud Bernard.
Un hélicoptère de combat touché en plein ciel. C'est la réponse de l'alliance des seigneurs de guerre et des islamistes au gouvernement somalien qui veut les mettre au pas. L'appareil s'écrase, aucun survivant. Depuis 3 jours, l'armée somalienne, soutenue par l'Éthiopie et l'Union africaine, est confrontée à une résistance farouche. Contre ces chars et ces hélicoptères, les insurgés utilisent des armes lourdes. Les kalachnikovs ont été remplacés par des missiles et des obus. C'est la revanche des islamistes. Il y a 3 mois à peine, ils contrôlaient la ville. Ils avaient mis en place un régime de type taliban. Aujourd'hui, malgré la traque du gouvernement, ils tentent de revenir. On a tué beaucoup de soldats de l'armée. Maintenant, on les encercle à l'intérieur du stade de la ville. Une nouvelle fois, Mogadiscio est plongé dans le chaos. Les corps des combattants jonchent les rues. Dans les 2 principaux hôpitaux de la ville, on ne sait plus quoi faire des blessés. La plupart sont des civils. Les moins durement touchés sont installés dehors, à même le sol. Un tir de mortier a touché ma maison. Ma femme et ma fille ont été tuées sur le coup. Mon frère n'a pas survécu à ses blessures. Moi, je suis handicapé. Ce sont des voisins qui m'ont sorti des décombres pour m'emmener ici. La Croix-Rouge internationale s'inquiète. Mogadiscio connaît une violence inédite depuis 15 ans. 12 000 habitants de la capitale ont déjà pris la fuite vers le sud du pays. Retour en France avec la manifestation à Paris de plusieurs milliers de personnes en faveur des sans-papiers. Le cortège rassemblait de nombreuses familles avec leurs enfants ainsi que des enseignants. Ils répondaient à l'appel d'associations comme Droit au logement et Droit devant, mais également du réseau Éducation sans frontières qui défend les familles avec enfants sans-papiers. Un mot d'ordre, la lutte contre toutes les discriminations. La page politique de ce journal, les candidats sont désormais à 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Ils multiplient les déplacements. Une journée marquée également par le ralliement à Nicolas Sarkozy de l'ancien directeur de campagne de François Bayrou en 2002, l'actuel ministre de l'Éducation, Gilles de Robien. Le point avec Nicolas Châteauneuf. Bonjour à tous. Des fleurs et des embrassades pour François Bayrou, accueilli à Cayenne par une belle équipe de supporters. Pour sa tournée en Guyane et aux Antilles, le candidat a fait le plein de sourires. Il en a bien besoin. Cet après-midi, le coup dur est parti d'ici, de la mairie d'Amiens, récupéré il y a 2 jours par Gilles de Robien. Le seul ministre UDF du gouvernement vient d'annoncer son ralliement à Nicolas Sarkozy. Je ne peux pas soutenir le flou, je ne peux pas adhérer au flou, je ne peux pas voter pour le flou. Et donc je vote pour Nicolas Sarkozy parce que Nicolas Sarkozy me permet d'être fidèle à 2 choses, à mes convictions et à l'union de la majorité. Pendant ce temps, Ségolène Royal décide d'aller en boîte de nuit. Pas pour danser, mais pour dire aux 1500 jeunes réunis sur la piste qu'ils avaient eu raison de manifester contre le CPE et qu'elle voulait en finir avec le chômage des jeunes. Autre salle, autre ambiance pour Arlette Laguillier, dont la chorégraphie préférée est sans doute le point levé. En Alsace, devant une salle clairsemée, la candidate a rappelé que pour elle, le seul vote utile au premier tour, c'était Laguillier. Le chantage au vote utile, il est destiné seulement à faire taire les exploités et leurs exigences. Eh bien, il ne faut pas. Cet après-midi, Olivier Besancenot, lui, voulait parler du logement social. Il a donc choisi Nanterre pour mieux taper sur le maire de la ville voisine, Neuilly. Et Nicolas Sarkozy, la loi, il ne l'a pas respectée sur la question du logement, puisque son bilan municipal à Neuilly-sur-Seine, qui est la ville la plus riche de France, c'est qu'il y a 1,34% de logements sociaux. Donc ceux qui nous disent qu'il faut appliquer la loi, sur la question du logement, il ne la respecte jamais. S'il devient président, le candidat de la LCR réserve d'ailleurs un sort particulier aux maires qui ne respectent pas les 20% de logements sociaux dans leur propre commune. Il souhaite tout simplement les rendre inéligibles. À chaque candidat son grand meeting, Philippe de Villiers a tenté aujourd'hui de redonner du souffle à sa campagne. Le candidat du Mouvement pour la France, qui est toujours autour de 1% des intentions de vote, réunissait ses partisans au Palais des Congrès à Paris. Reportage Arnaud Boutet, Olivier Robert. 2 heures avant l'arrivée de leur champion, ils chauffent déjà la salle. Réglé dans les moindres détails, ce meeting, le plus gros pour Philippe de Villiers, a pour objectif de le faire décoller dans les sondages. 3000 personnes, peu de curieux, beaucoup de convaincus qui affichent leurs préférences avec tous les arguments. Mais pour moi, c'est le seul. C'est le seul vrai. C'est le seul vrai catholique pratiquant. C'est le seul. Parce que la nation, le drapeau tricolore s'invite dans la campagne, le Mouvement pour la France développe la surenchère patriotique. Nos adversaires n'aiment pas la France. Ils lui préfèrent l'Europe des technocrates ou les multinationales mondialisées. Pour eux, la patrie n'est qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Ils l'ont dans le cerveau, nous l'avons sous les pieds.
Eurosceptique, souverainiste, Philippe de Villiers se présente aussi comme le candidat de l'autorité et il agite le chiffon rouge. Selon lui, les événements Gare du Nord ne sont qu'un début. Et puis après la Gare du Nord, ça sera la Gare Montparnasse. Puis après, ça sera le 6e, le 7e, le 18e arrondissement. Et petit à petit, il y aura l'apartheid du territoire français. Moi, je veux reconquérir les territoires perdus de la République. Il fait de la fierté nationale son slogan et mise sur la fin de campagne, la dernière ligne droite pour espérer convaincre les indécis. Alors cette semaine politique a été largement marquée par le retour de l'insécurité au cœur des débats. Voyons justement comment les violences de la Gare du Nord ont été ressenties dans cette petite ville de Dordogne, le Bug, où nos équipes se sont installées le temps de cette campagne. Ce soir, Vincent Fourcade et Éric Mézy ont écouté les réactions sur ces incidents de l'équipe de rugby de la commune. Au Bug, l'insécurité, c'est avant tout se retrouver en face de ces gaillards sur un terrain de rugby. Une trentaine de joueurs, des amateurs de haut niveau qui peinent à comprendre comment une gare parisienne a pu se transformer en un champ de bataille. C'est bien dommage qu'il y ait une partie de la population qui croit qu'elle ne peut s'exprimer qu'en cassant. Ouais, c'est spectaculaire, alors que ça se trouve, il n'y a peut-être pas eu non plus, je sais pas grand-chose. On ne reçoit les événements que par vous aussi. Donc, bon, maintenant, comme je vous disais, c'est leur seul moyen de s'exprimer. Je dis pas que c'est bien, mais c'est qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas, quoi. Donc c'est un problème. Il y a un malaise dans la société, et c'est un peu le reflet du malaise de la société. Voilà. Bon, éducateur. Et oui, on n'est pas dans la jungle, on est dans une société, il y a des règles, et il faut les respecter. Tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est pas la loi du plus fort, il faut voter. Il faut voter. Violence urbaine, affrontements entre jeunes et policiers. Sur la ligne de touche, pour y remédier, on préconise la même recette que sur le terrain, travailler les fondamentaux. Une formation des jeunes au départ. Voilà. Surtout d'abord par les écoles. Un peu par les écoles d'abord. Une éducation à l'école. À l'école, ça serait important. Une éducation, ce que j'ai reçu à l'école, une éducation à l'école. On reviendra plus en arrière. Le respect des gens. Le civisme, il y en a plus. Il faut respecter les gens surtout. Le civisme, il faut respecter son copain, il faut respecter son voisin, il faut tout respecter. Voilà. Et puis qu'en fasse participer les parents. Les parents sont en fautif. Allez, dans la commune, il y a bien sûr eu quelques agressions, des incivilités, mais rien à voir avec les violences d'il y a 4 jours qui, vu du Bug, semblent d'ailleurs irréelles. Nous, on voit des images à la télé, on voit un film, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont? Quand ils sont dans la gare à Paris, on dit qu'est-ce qui se passe? C'est pas chez nous, c'est pas chez nous. Tout un problème de lien, de proximité, on l'appellera comme on veut, mais tout un problème de communauté humaine, quoi. Le projet de Sarkozy, c'est lui, le projet de Royal, c'est elle. Et les autres, c'est d'être élu. Nous, on ne sent pas qu'un projet de vie, un projet de société nous est proposé. Voilà. Autour de la table, tous sont d'accord. La lutte contre l'insécurité passe par un effort d'éducation et de solidarité, deux des piliers de la culture rugby. À 109 ans, Louis de Cazenave a encore du caractère. Ce Français est l'un des 2 derniers soldats vivants de la Première Guerre mondiale. Et le président de la République, Jacques Chirac, avait promis des obsèques solennelles pour celui qui serait le dernier d'entre eux. Eh bien, quel que soit son destin, Louis de Cazenave rejette tout cela et préfère, lui, la simplicité. Yasmina Farber. À 109 ans, Louis de Cazenave a toujours les idées claires sur la guerre. On ne peut pas comprendre la guerre. On ne peut pas... Pourquoi on fait la guerre? L'ancien combattant confie au journal La Montagne qu'il veut être enterré avec les siens. Il refuse les obsèques nationales, le Panthéon. Un hommage promis par Jacques Chirac pour le dernier poilu à disparaître. Ça me fait bien plaisir de vous saluer ici aujourd'hui, vous savez, avec amitié, affection et respect. Sur 4 survivants, René Riffaut était le seul sous l'Arc de Triomphe. Il est mort 2 mois après ces cérémonies du 11 novembre dernier. Début mars, Jean Grelot, 108 ans, s'en allait lui aussi. Restent Lazare Ponticelli et Louis de Cazenave, son aîné de quelques semaines. Un pacifiste convaincu, révolté quand il reçoit la Légion d'honneur à 100 ans. Il finira par l'accepter. Car l'homme ne garde aucune gloire de ses combats, juste de cruels souvenirs des tranchées, de la bataille du chemin des dames. Un blessé qui vous demande à ce qu'on l'achève, pour plus souffrir. À 18 ans, le soldat obéissait aux ordres. À 109, le serviteur de la France refuse les honneurs. Il veut mourir comme il a vécu, en toute simplicité.
Vous faites peut-être partie de ces 15 millions de personnes plus ou moins assidues qui aiment la randonnée, la marche étant le sport préféré des Français. Un salon a ouvert ses portes ce week-end à Paris, consacré à toutes sortes de promenades plus ou moins difficiles, certaines randonnées pouvant même commencer en montgolfière. Antoine Gaveau, Vincent Bouffartigue. Plein feu sur une activité très particulière. Ces gens qui s'apprêtent à monter en l'air ont d'habitude les pieds bien sur terre, ils sont randonneurs. Aujourd'hui, ils s'essaient à un nouveau concept, la rando aéro. Premier conseil. Vous en l'air, profitez du paysage, mais aussi commencez à vous repérer. Donc là, voyez... Outil indispensable, une montgolfière. Ici, elle s'appelle Big Mama, fait 10 000 mètres cubes et peut voler à 300 mètres d'altitude. Au revoir la Terre. Une heure de vol, au gré des caprices du vent. Objectif, repérer le terrain depuis le ciel, car tout à l'heure, il faudra faire le chemin inverse, à pied cette fois-ci. L'ancien moulin est là. Est-ce qu'on aperçoit le château de Vonne? Oui, là on est en plein dans... Château, rivière, moulin, d'en haut, tout se transforme en balise. On voit très bien, oui, on trouve les points de repère sur la carte, d'autant plus avec la hauteur, c'est d'autant plus facile de se repérer. On compte en France 15 millions de randonneurs et depuis un an, dans la vallée de la Loire, quelques dizaines de privilégiés en montgolfière. On tient. C'est un petit plus où effectivement c'est d'allier l'utile à l'agréable dans le sens où ils découvrent une région qu'ils connaissent déjà ou qu'ils connaissent pas, qu'ils veulent découvrir en l'air et après par la voie terrestre. À bientôt. Au revoir. Bon retour. Merci. Merci. Le ballon a parcouru 10 km. Pour rentrer, les randonneurs en feront 20. Prix du voyage 160 € par personne. Apparemment, le spectacle les vaut. Musique avec le retour de Michel Fugain, un nouvel album qui a un parfum particulier, comme un retour à la vie. Après le drame qui a été la mort de sa fille, le chanteur a d'abord voulu tout arrêter, mais finalement, les textes de Charles Aznavour, Louis Chédid, Serge Lama ou encore Maxime Le Forestier lui ont redonné le goût de la musique. Une véritable renaissance que nous racontent Olivier Lenouza et Dominique Bonnet. Mes chers confrères et sœurs, merci pour... Il leur écrit une lettre pour les remercier. Ses confrères et sœurs, ses chanteurs qu'il admire. De la même manière qu'à la fin d'une carrière ou pour l'ensemble de ton œuvre, on te donne un César ou un Oscar et tu dois dire merci à tout le monde. Eux, c'est à eux que j'ai envie de dire merci, personne d'autre. La rue, c'est la vie qui va. Toute sa carrière, il chanta la fête. Et puis un jour, en 2002, la tragédie, sa fille disparaît. En pleine dépression, il écrit à une quinzaine d'artistes. Demande à chacun un texte. Véronique Sanson, Charles Aznavour, Adamo, Yves Duteil lui répondent. Sans oublier Françoise Hardy, Maxime Le Forestier et Louis Chédid. Tous lui envoient des paroles. Il les admire, eux le respectent. Non mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Il y a beaucoup d'artistes comme ça qui font partie de qui sont dans mon cortex et qui ont fait que j'ai eu envie d'écrire des chansons et Michel il en fait partie. Les mots de Louis Chédid mis en musique par Michel Fugain. Qu'on en oublie que le monde est si beau et que l'amour est un sacré cadeau. La vie, quel joli mot la vie. La vie, quel joli mot la vie. J'ai d'ailleurs dit qu'ils m'avaient sauvé la vie, je me suis planté, j'aurais dû dire ils m'ont sauvé l'envie. C'est plus important que tout. Je parlerai de toi, rien que de toi qui donne encore un... Il n'avait plus goût à rien. Il fourmille aujourd'hui de projets, une comédie musicale, une tournée, un Olympia. Michel Fugain vibre à nouveau. Au cœur chaud de tes bras, grâce aux mots que lui ont offerts les grands noms de la chanson française. Avant de retrouver le football sur le terrain du Stade de France, le voilà sur une scène de théâtre au rond-point des Champs-Élysées avec ce spectacle étonnant, Le mental de l'équipe, une comédie footballistique coachée par un comédien entraîneur, Denis Podalides. Sophie Jouve, Christophe Vignal. Des acteurs à crampons qui s'échauffent dans un théâtre du rond-point transformé en stade. La rencontre des deux univers paraissait improbable et pourtant, on s'y croirait. Il reste 2 minutes à jouer, les Rouges sont menés 1-0.
joueurs, commentateurs, Gaulle, entraîneurs, ils sont tous là, sauf qu'il n'y a pas de ballon. Même si on avait été très bons tous en football et qu'on avait pu faire des gestes techniques très impressionnants, etc., ça n'aurait pas du tout eu d'intérêt sur une scène de théâtre. Ce qui est intéressant, c'est le décalage. Pour Monod, le défenseur, qui n'a pas toujours fait des étincelles, c'est le dernier match, mais personne n'a osé lui dire. Et personne ne m'a rien dit à moi. Faut savoir passer la main, faire place aux jeunes. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Autour de l'histoire d'un coup franc décisif, le mental de l'équipe, c'est le monde en miniature qui impose ses règles bien au-delà du stade. On les enfonce, on les crucifie. Le langage du football a complètement imbibé le langage contemporain. On parle de potentiel de quelqu'un dans l'entreprise, je ne sais pas, que c'est un loser, c'est un killer, qu'il est fini. Alors, tu nous fais pas un truc de Brésilien compliqué, hein. T'es pas un artiste, Granger, tu ne tentes rien, tu fais simple, pas de chichi. L'exploitation du potentiel, la fragilité du sportif, une comédie réaliste, même pour un ancien sélectionneur de l'équipe de France. Nom de Dieu! Ils disent sur la scène ou sur leur terrain à eux ce que les joueurs professionnels ne disent jamais entre eux. Mais ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils ont à l'intérieur. Et là, ils peuvent l'exprimer. Pas peur, pas peur, pas peur, pas peur. Pendant 1h30, on rit, on s'emballe, comme au stade. Témoin des doutes et des rêves de chacun. Et si dans la vie, comme sur un terrain de foot, une seule chose comptait, atteindre son but. La preuve est faite que le football peut donner une pièce de théâtre réussie. Et puis soyez au rendez-vous ce soir de la finale de la Coupe de la Ligue. C'est en direct juste après ce journal. L'affiche Lyon-Bordeaux. De beaux duels en perspective. Deux entraîneurs, Gérard Rouillet face à Ricardo, Juninho face à Yohan Mikou. Un match à suivre dans un instant entre ces deux belles équipes dans un stade, comme vous le voyez, plein de 80 000 spectateurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, à 20h40, donc du football avec la finale de la Coupe de la Ligue. Demain à 13h, Olivier Galzi. Je vous retrouve à 13h15 pour un dimanche de campagne et à 20h pour le journal. Belle soirée à vous.